On va pouvoir attaquer les 8 heures, on va pas trop déborder sur l'heure. Donc déjà, bonsoir à tous, hein, et merci d'être venus à cette présentation sur Windows Virtual Desktop, donc une solution VDI et de bureau à distance dans Azure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'ai une vue sur le Teams, dans le chat, donc posez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Ça peut être interactif, il y a pas de problème, c'est même mieux. Déjà, première chose, est-ce que tout le monde voit mon écran? J'ai partagé mon navigateur. Tout va se passer dans le navigateur. Je vais pas faire de slide. On va faire un truc full démo et je vais vous présenter comment j'ai déployé la solution. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez bien l'écran? Ok, super. Alors, avant de vous présenter la solution, le but final, je vais vous montrer à quoi ça sert en fait, la solution Windows Virtual Desktop. C'est d'aller sur une petite URL qui est celle-ci, rdweb.wvd.microsoft.com avec le web client derrière, et ça va vous connecter sur un portail en HTML5 qui est en fait un client remote desktop qui peut être embarqué dans un navigateur. Donc l'objectif de ce que je vais vous montrer en gros, c'est d'arriver sur l'interface comme ça et d'avoir des applications publiées, des bureaux publiés ou des postes de travail personnels qui sont publiés. Donc quand je dis poste de travail personnel, ça veut dire que chaque utilisateur aura un poste virtuel attitré pour travailler dessus. Donc voilà l'objectif final de la solution que je vais vous montrer ce soir. Et pour ce faire, donc, je vais vous montrer les différentes étapes que j'ai fait pour le déploiement et comment j'administre la solution. Si ça vous intéresse de suivre pas à pas plus tard, j'ai écrit un petit article sur Starwin pour décrire le déploiement de la solution. Donc vous avez tout ici. Tout est indiqué, hein, donc vous pouvez faire comme vous. Enfin, il y a les scripts, vous pouvez faire pas à pas le déploiement dans votre tenant Azure sans souci. Donc avant de penser à Windows Virtual Desktop, il faut choisir une forme d'architecture parce que Windows Virtual Desktop, qui est une solution VDI, donc basée sur les postes de travail, va avoir besoin d'authentification Microsoft basée sur du Kerberos ou sur du NTLM. Pourquoi Microsoft a fait ça? Tout simplement parce qu'il y a des applications qui sont installées dans les VM et on peut se servir de l'authentification de l'Active Directory pour démarrer l'application et pour appliquer les bons droits. Donc, qui dit Active Directory avec Kerberos NTLM dit soit un Active Directory on-premise, soit déployer la solution en mode PaaS dans Azure, qui s'appelle donc Azure Domain Services. Donc, les différents modes d'architecture, vous pouvez les retrouver sur cette page, sur ce Tech Community ici. Donc ici, il présente les différents modes de déploiement pour l'AD. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on utilise Azure ADDS. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer une VM dans Azure sur lequel on va installer le rôle domaine controller. Et donc, on va joindre les machines de VDI directement dans ce contrôleur de domaine-là. Donc, moi, je trouve que ça, c'est bien pour du dev. Mais après, pour de la prod, c'est bien, mais c'est pas top parce que déjà, vous avez le service en mode pass qui existe. Et puis, vous allez encore consommer du service en mode IaaS. Et ce qui n'est pas donné dans le cloud. Ensuite, vous avez donc le deuxième mode, ça va être en gros donc celui-ci. Ça va être d'utiliser un VPN site to site, donc avec des contrôleurs de domaine en local et, euh, donc un VPN. Et donc on va intégrer les machines. On va intégrer les machines dans le contrôleur de domaine qui est on-premise et les machines seront dans Azure. Donc on va s'appuyer sur le VPN site to site que je vais vous faire voir juste après pour rapidement vous montrer comment ça marche. On va s'appuyer sur le VPN IPsec pour faire passer les paquets du réseau on-premise vers Azure et donc les machines qui sont dans Azure pourront communiquer avec les contrôleurs de domaine qui sont on-premise. Et enfin la dernière solution, c'est de s'appuyer sur le mode pass, donc Azure Domain Services et donc pour intégrer les machines dedans. Bon, moi, pour cette présentation, je me suis appuyé sur mes contrôleurs de domaine qui sont on-premise, puisque je trouve que c'est un scénario qui rentre très bien dans un mode hybride. Donc, en ayant toujours son infra on-premise et d'avoir la solution VDI dans Azure. Donc, quel est l'intérêt de mettre son VDI dans Azure? Pour moi, le premier intérêt, c'est de se passer d'une infrastructure qui est lourde, généralement on-premise, où vous avez donc une grosse ferme RDS à gérer. Donc, quand je parle d'une ferme RDS, c'est-à-dire les brokers qui vont dispatcher les sessions, les serveurs de licence, les serveurs web et les serveurs gateway. Et derrière tout ça, vous avez une quantité de certificats à installer et à gérer pour gérer toute la partie sécurité. Donc, premier intérêt d'avoir la solution Windows Virtual Desktop, c'est que vous ne gérez plus la partie infrastructure de votre ferme RDS, vous gérez uniquement la partie host, donc là où seront connectés les utilisateurs. Donc, vous allez les gérer pour pouvoir installer les applications que vous souhaitez à l'intérieur. Deuxième avantage, pour moi, c'est la partie VDI et lorsque vous avez besoin d'une accélération graphique. Généralement,
j'ai les clients qui me demandent donc l'accélération graphique pour différentes applications, hein, du CATIA, du 3ds Max, des trucs comme ça. Et les cartes graphiques coûtent cher, donc déjà en matériel et en licence. Alors si on prend par exemple l'exemple de Nvidia, donc il faut acheter la carte graphique qui va permettre donc de distribuer des bouts de cœur dans chacune des VM attitrées. Et en plus, il faut acheter des licences qui fonctionnent en mode token. Donc vous achetez par exemple un paquet de 100 licences, et donc 100 utilisateurs simultanés pourront utiliser l'accélération graphique. Et s'il y en a un 101e qui se connecte, ben, il n'y a plus d'accélération graphique pour le dernier utilisateur. Donc l'intérêt d'avoir de la solution dans Azure, c'est que vous allez déployer des VM avec des interfaces, avec des cartes graphiques, donc la gamme N, et vous aurez directement l'accélération graphique sans vous soucier de ces problèmes de licence et sans acheter de matériel coûteux. Donc après, ça dépend de combien de workstations en mode interface graphique vous avez besoin. Tout ça, ça se calcule évidemment, hein. Il faut utiliser la calculette Azure, il faut calculer on-premise combien ça coûte, mais en tout cas, ça fait partie des avantages. Donc voilà. Donc pour cette solution, donc j'ai déployé 2 contrôleurs de domaine on-premise, donc je suis sur du VMware. Donc j'ai 2 contrôleurs de domaine qui s'appellent VMADS 01 et VMADS 02, donc qui ont une forêt qui s'appelle Serum IT, point local. Donc d'ailleurs vous pouvez voir la forêt ici. J'étais connecté dessus. Donc ça c'est mon arborescence. Ce que j'ai fait ensuite dans cette arborescence, j'ai créé un compte que j'ai appelé SAWVD Join. On verra par la suite qu'on a besoin d'un compte dans l'Active Directory pour joindre les machines qui vont être déployées, donc les machines Windows Virtual Desktop, dans le domaine. Donc moi, pour restreindre les droits, j'ai créé un compte SAWVD Join qui a 0 droit dans l'AD, hein, enfin, qui appartient à aucun groupe. Si on regarde member of, il est là. Il est juste domain user. Et en revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite OU dans serveur que j'ai appelé WVD ici. Et dans WVD, j'ai assigné une autorisation à cet utilisateur et cette autorisation lui permet de créer des comptes ordinateurs. Donc on va le voir tout de suite. Donc je fais clic droit propriété sur l'OU, WVD. Et dans sécurité et avancée, allez. Il ne veut plus m'afficher les permissions. Si. Et quand on va aller dans avancée, on va voir que le compte donc SAWVD Join a l'autorisation de créer des comptes ordinateurs si l'AD veut bien m'afficher les permissions. Donc ça c'est une machine qui est en fait dans Azure sur laquelle je suis connecté et qui interroge mon AD qui est on-premise au travers du VPN. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu long. Donc voilà le compte, il est ici. Et donc quand on regarde l'accès, la seule autorisation que je vais donner c'est de créer des comptes ordinateurs. Donc quand je vais vouloir créer ma ferme RDS, on en reparlera tout à l'heure, je vais spécifier ce compte et je vais spécifier l'OU qui est là, WVD, et les machines que je vais créer dans Azure seront intégrées au domaine à cet emplacement-là via ce compte-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai appliqué le moins de permissions possible pour ce compte-là. Deuxième prérequis, donc c'est le VPN. Donc pour créer un VPN dans Azure, il faut trois choses, pardon. Il faut un réseau virtuel, un subnet, un virtual network qui s'appelle YasVnet ici, dans lequel j'ai créé plusieurs subnets. Donc le premier, j'ai créé le gateway subnet ici, qui va permettre, c'est un subnet dédié en fait pour les passerelles VPN. Et j'ai créé en plus un subnet WVD pour intégrer mes VM Windows Virtual Desktop dans ce subnet-là. Donc pour créer mon tunnel, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai créé ce qu'on appelle une local network gateway, qui est la définition en fait de votre gateway en local. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve l'adresse IP de mon routeur chez moi, donc celle-ci, et on retrouve l'espace d'adressage en on-premise. Donc pourquoi il y a un espace d'adressage? C'est simplement pour signaler au routeur que, au routeur que s'il veut aller sur ces réseaux-là, il faut passer par cette passerelle-là. Donc j'ai routé ces réseaux-là en fait en on-premise. Ensuite, j'ai créé une Virtual Network Gateway, donc qui est la passerelle virtuelle dans Azure. Je l'ai créé en mode site to site avec je sais plus quel SKU, donc en mode moins cher. Hein. Donc si vous êtes intéressé par le type de passerelle, en fait, le SKU définit en fait les caractéristiques du boîtier VPN. En gros, c'est pour délimiter le nombre de connexions simultanées, la bande passante, des choses comme ça. Et plus vous prenez un boîtier avec un chiffre élevé, et plus il va coûter cher, et plus vous aurez accès à une bande passante plus élevée et à un nombre de tunnels simultanés plus conséquent.
Donc j'ai créé cette gateway et une fois que ça a été fait, j'ai créé une connexion entre mon local gateway et ma virtual gateway en mode site-to-site IPsec. Et donc du coup, ça permet donc d'établir un VPN IPsec et donc d'avoir une connectivité entre votre infra on-premise et l'infra qui est dans Azure. Donc là, je suis bien connecté. Normalement, il indique connecté, mais bon, Succeedit, c'est pareil. Et on voit bien qu'il y a eu des échanges qui ont été faits entre chez moi et Azure. Donc là, j'ai établi un lien réseau entre mon on-premise et Azure, et donc toutes les machines de chez moi peuvent communiquer, que ce soit dans Azure ou que ce soit on-premise. Troisième prérequis, il va falloir aller dans votre Azure AD, et dans votre Azure AD, il va falloir donner quelques autorisations. Quelle topologie tu veux voir? Tu veux un schéma? Un schéma. Est-ce que j'ai un schéma à te montrer? Je peux faire un MS Point rapidement. Alors, je vais partager ça. Je vais vous faire un schéma à main levée de mon infra, parce que j'avais décidé de ne pas faire de slide pour cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un nuage ici qui s'appelle Azure. On a un data center ici qui est chez moi à Bordeaux. Donc ça, c'est on-premise. Et donc ça, c'est à Bordeaux. Dans Bordeaux, j'ai plusieurs réseaux. Et dans ce réseau, j'ai deux contrôleurs de domaine. Je vais faire pareil. Donc, qui s'appelle VM ADS01. Bon, tant pis, je décale pas. Et ici, VM ADS02. Ensuite, en on-premise, on va dire ici, on va mettre une autre couleur. J'ai mis une passerelle VPN et ici, j'ai une passerelle VPN. Donc là, je vais mettre GW et ici, GW. Entre ces deux passerelles, j'ai établi un lien. Alors, comment je vais faire le lien? Allez, on va faire un autre rectangle. J'ai établi un lien VPN IPsec. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai plusieurs réseaux. Donc j'ai 10.10.201.0/24 et j'en ai un autre que j'ai routé. Je me souviens plus. Je crois que j'ai routé 10.10.100/24. Côté Azure, j'ai routé les réseaux. Donc je vais vous le montrer. Enfin, je vais regarder vite fait pour pas me tromper. Tac, tac, tac. Subnet. Donc j'ai routé le réseau 10.11.2.0/24 qui est le réseau pour la ferme Windows Virtual Desktop. Voilà en gros ce que je viens de vous présenter. Ça vous paraît plus clair comme ça? Ok, je vais revenir sur mon petit écran. Donc, tac. Alors, donc la partie réseau c'est fait. Donc il restait la partie autorisation dans l'AD. Donc il faut autoriser en fait, quand on va créer la ferme Windows Virtual Desktop, en amont, il faut un tenant RDS dans Azure. Alors qu'est-ce que c'est un tenant RDS? C'est simplement une ferme RDS, donc le broker, le web, la gateway et le serveur de licence. Et après, vous allez pouvoir lier à ce tenant RDS, vous allez pouvoir lier la partie les serveurs host ou les machines virtuelles Windows 10 pour que vos clients puissent se connecter dessus. Donc première chose à faire, il va falloir autoriser de pouvoir créer un tenant RDS dans l'Azure AD. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se connecter à cette petite URL qui est là, ici, et spécifier l'ID de votre Azure AD. Donc comment on retrouve l'ID du Azure AD? On va dans Azure AD ici, et on va dans Propriétés,
Et là, on a un directory ID. Donc là, vous faites un copier-coller et vous gardez dans un coin ce truc-là. Et vous rentrez dans cette URL-là. Donc cette URL, c'est rdweb.wd.microsoft.com. Vous spécifiez votre directory ID ici, vous faites submit. Et donc vous allez pouvoir donner l'autorisation donc dans Azure AD de pouvoir créer un tenant RDS. Donc je vais pas pouvoir le refaire parce que moi c'est déjà fait. Mais en gros, vous faites ça, il vous affiche la liste des permissions. Donc je dois avoir une capture d'écran pour ça. Voilà. Donc ça, c'est toutes les permissions que vous allez autoriser. Vous faites accept. Et donc vous allez avoir une nouvelle application dans votre Azure AD qui s'appelle normalement Windows Virtual Desktop. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais dans Enterprise Application ici. Et donc vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle Windows Virtual Desktop ici. Dans ce Windows Virtual Desktop, il va falloir donner une autorisation spécifique, une permission. Non, pas une permission. Je sais jamais où c'est. Voilà, c'est là. Il va falloir ajouter un utilisateur. Donc là, je me suis mis moi-même en rôle tenant creator, donc qui va permettre donc de créer le tenant RDS. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Donc si je continue à suivre mon petit guide qui est là, deuxième partie après, c'est de créer donc le tenant, le Windows Virtual Desktop Tenant, donc qui va permettre de créer la ferme derrière, donc le broker, le serveur web, la gateway, le serveur licence, etc. Donc pour ce faire, il va falloir s'appuyer sur ce petit script PowerShell. Dans ce script PowerShell, en gros, c'est très simple. Donc vous installez le module, ça c'est la première ligne. Vous importez le module Microsoft rdinfra.rd PowerShell. Vous spécifiez cette URL. Vous spécifiez le directory ID que je viens de vous présenter. Vous spécifiez l'ID de la subscription Azure. Donc pour retrouver l'ID de la subscription Azure, c'est très simple. Vous allez dans votre portail. Vous cherchez subscription. Donc si vous ne l'avez pas là, vous le cherchez là-haut, par exemple. Et là, donc j'ai mon Microsoft Azure Sponsorship. Et donc j'ai un ID là. Et donc le bon numéro, c'est celui-là. Donc vous spécifiez ce truc-là dans le script. Ensuite, vous mettez ces deux lignes. Et donc là, il va vous créer donc le tenant Windows Virtual Desktop. Donc ça, c'est tout bête. Il suffit de suivre ce petit script et d'accepter les autorisations. Une fois que ça c'est fait, il faut lancer cette petite commande PowerShell qui s'appelle New RDS Tenant, donc pour créer le tenant. Et donc vous donnez un nom à ce tenant. Donc moi par exemple je l'appelais Serum IT. Donc ça faut bien le noter dans un coin parce que ça va être utile pour la suite. Et le tenant group name qui s'appelle normalement default tenant group si vous le changez pas, il faut le noter aussi dans un coin parce que vous en aurez besoin pour le déploiement. Donc ça c'est les prérequis. Une fois que vous avez fait ça, le déploiement est très simple. Il suffit de s'appuyer sur un template qui est dans le marketplace. Mais le plus important, c'est de déployer la partie prérequis. Donc en gros, en tâtonnant un petit peu, en cherchant, en bricolant pour déployer ce truc-là, moi j'ai mis une demi-journée quand même pour déployer, pour arriver à cette étape-là. Parce que c'est quand même la documentation de chez Microsoft, elle n'est pas très claire, je trouve, sur le déploiement de tout ça, pour expliquer à quoi ça sert, comment ça s'interface, etc. Donc en gros, le temps d'ouvrir le VPN site to site, de faire cette étape-là pour donner les autorisations dans l'AD. Voilà, j'ai mis facilement une petite demi-journée. Donc une fois que vous êtes arrivé là, donc vous avez créé votre tenant RDS, vous pouvez déployer donc votre ferme Windows Virtual Desktop. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous êtes dans le marketplace ici et vous tapez Windows Virtual Desktop. Et donc là, il propose deux choses. On va voir les deux. Première chose, donc c'est votre ferme RDS. Deuxième chose, c'est ce qui va permettre de gérer en fait, de connecter votre ferme RDS et Windows Virtual Desktop à Azure Monitor. Donc en fait, c'est un espèce de package pour monitorer la ferme Windows Virtual Desktop. Donc ce qui nous intéresse, c'est celui-là, le premier. Et donc je clique sur Create tout simplement. Donc comme d'habitude, première chose, vous choisissez votre subscription Azure, vous choisissez un resource group. Donc là, j'ai un resource group dédié, donc qui s'appelle WVD. Vous choisissez une région, donc moi je me mets en West Europe. Vous donnez un nom pour le pool, donc celui-là, pour qu'on le différencie bien, je vais l'appeler Meetup. Meetup, voilà. Ensuite, vous choisissez un type de, un type de déploiement. Donc soit vous faites du pool, soit vous faites du personnel. Si vous faites du personnel, ça veut dire que chaque utilisateur aura sa propre VM pour se connecter et sera toujours balancé sur la même VM. Donc en gros, pour faire simple, si vous avez 100 utilisateurs, ça va vous déployer 100 VM parce que chaque utilisateur va avoir sa propre VM, comme si c'était son propre poste de travail.
En mode pool, c'est plutôt un serveur qui va être partagé entre plusieurs utilisateurs, donc mode desktop ou mode remote app. Ensuite, vous donnez un accès à certains utilisateurs pour se connecter donc à ce qu'on est en train de créer ici. Donc là, moi, je vais mettre mon compte. Donc là, pour le moment, vous pouvez spécifier des utilisateurs. J'ai pas encore réussi à ajouter des groupes. Donc on le verra tout à l'heure. J'ai une espèce d'application pour gérer les permissions. Lorsque je spécifie un groupe, même s'il est dans l'Azure AD, il n'arrive pas à le reconnaître. Je peux spécifier que des utilisateurs. Donc pour moi, ça c'est une petite limitation encore pour la gestion de ce truc-là. Mais bon, c'est voilà, c'est le petit défaut du produit pour le moment. Donc ça, vous pouvez pas le changer. Donc les métadatas se trouvent aux États-Unis. Pour le moment, c'est comme ça. Ensuite, on va configurer la machine virtuelle. Donc, en gros, vous spécifiez le nombre d'utilisateurs, le type de profil d'utilisateur. Donc, est-ce que c'est des utilisateurs qui vont consommer est-ce qu'ils vont consommer beaucoup de ressources ou pas? Donc, en fonction de ça, il va changer en fait le type de machine virtuelle. Donc là, vous voyez, pour en gros, on va dire un usage classique, sans utilisateur, il me propose 4 VM. Si maintenant je reviens en arrière et que je choisis le mode personnel, vous allez voir, pour 100 utilisateurs, il me propose 100 VM Azure. Donc là, c'est chaque utilisateur a sa propre VM. Donc moi, je vais mettre en mode pool et je fais suivant. Donc je vais dire que bon, j'ai 5 utilisateurs parce que c'est un lab et j'ai pas un crédit illimité sur Azure. Donc il va déployer une VM, vous pouvez changer le type de VM, et c'est là que vous allez pouvoir spécifier une VM de type N par exemple, avec une carte graphique, pour avoir une accélération graphique dans votre VM pour installer du SolidWorks, du CATIA, enfin tous les trucs qui nécessitent une accélération graphique dans une entreprise. Donc vous cherchez la gamme N, et voilà, celle-ci, et donc vous aurez une accélération GPU. D'ailleurs, je vais en déployer une. Ou pas, quand je vois le prix, peut-être pas celle-là. Allez, soyons fous. Je vais prendre celle-là. Donc je choisis celle-ci et je donne un préfixe, enfin voilà, pour reconnaître les machines dans le groupe. Donc par exemple, celle-ci, je vais l'appeler GPU et donc ça va faire GPU quelque chose pour que je puisse reconnaître mes machines dans le ressource groupe. Donc je fais suivant et donc là on me propose plusieurs choses pour le déployer la VM. Donc ici on choisit en fait la source de l'image pour déployer votre machine. Donc vous pouvez vous appuyer sur la galerie d'Azure qui va vous proposer plusieurs types de machines. Ou alors vous pouvez vous appuyer sur une image que vous avez vous-même uploadée depuis un template ou dans votre compte de stockage. Donc moi j'ai pas d'image, donc je vais partir sur la galerie et ça me permet de vous expliquer un petit truc sur la modèle de licence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Azure, vous avez accès à une licence de Windows 10 un peu particulière qui s'appelle multisession et qui n'est pas disponible on-premise. Et ça va vous permettre donc d'avoir une machine, donc notamment partagée, donc pour faire de l'application ou pour faire de la remote app ou du desktop app. Et ça va vous permettre de partager plusieurs sessions sur un Windows 10. Et donc cette licence est uniquement disponible dans Azure. Et si vous avez un abonnement Office 365 E3 et E5, la licence est incluse pour Windows Virtual Desktop. Donc c'est intéressant si vous avez déjà de l'Office dans votre entreprise. Et ce qui est intéressant en plus d'avoir du Windows 10 par rapport à du serveur pour faire du desktop ou du remote app, c'est pour installer les applications. Il n'y a plus besoin de se mettre en mode install ou des trucs comme ça. Vu que c'est du Windows 10, toutes les applications sont natives et savent reconnaître le Windows 10. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc pour mes clients, dans Azure, je recommande plutôt de faire du Windows 10 en multisession plutôt que faire du Windows Server lorsqu'on fait du partage de sessions sur une machine. Donc là, vous avez deux images. Une image où il y a Office 365 déjà installé et une image où il y a rien. Donc je vais choisir celle-là par exemple. Ensuite, vous choisissez le type de disque. Bon, je suis plus à 500 € près avec la VM que j'ai choisie, donc je vais rester sur Premium SSD. Ensuite, vous spécifiez l'UPN du domaine AD que vous allez joindre. Donc là, c'est l'UPN de mon domaine on-premise. Donc là, si je regarde mon UPN, ma VM elle est où? Elle est là. Donc c'est servermighty.local. Excusez-moi, je vous dis une bêtise, je reprends. On me demande plutôt le nom du compte qui va permettre de joindre les machines à AD. Donc c'est le compte qu'on a vu tout à l'heure ici que j'ai créé, qui s'appelle SAWD Join. Donc ici, j'ai changé, puisque j'ai mis un Azure AD Connect, j'ai changé l'UPN de servermighty.local à servermighty.com. Donc voilà, truc traditionnel qu'on fait quand on synchronise les AD.
Donc là, ici, je vais spécifier donc sa-wd-join@seromit.com. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je spécifie le mot de passe du compte. Ensuite, il va me demander des petits paramètres particuliers. Donc moi, je veux spécifier l'OU parce que j'ai donné une autorisation spécifique à ce compte sur une OU particulière. Donc je veux pas qu'il mette dans l'OU par défaut, dans Computer par exemple. Je veux qu'il le mette vraiment dans l'OU WD que j'ai créé. Donc ici, je vais faire Yes. Je vais spécifier le domaine à joindre. Donc ici, c'est seromit.local parce que c'est bien le nom de mon domaine ici. Et je vais spécifier donc le chemin pour aller ici dans cette OU là. Donc en mode DN, Distinguish Name. Donc je vais spécifier toute l'arborescence. Donc je vais faire OU égale WD, OU égale serveur, DC égale seromIT, DC égale local. Donc là, il va me joindre la machine que j'ai voulu créer dans cette OU là. Ensuite, je spécifie le réseau virtuel. Donc je vais spécifier mon IaaS VNet ici. Et je vais choisir le subnet WVD qui est routé entre le on-premise et Azure. Voilà, donc là j'ai spécifié en gros le paramétrage du domaine. Ensuite, il faut que je spécifie les paramètres de la ferme RDS que j'ai créée dans Azure, donc le tenant RDS. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit les deux informations qu'il fallait noter, donc notamment depuis ce screenshot-là, il fallait bien noter le tenant group name lorsque vous avez créé le tenant, et il fallait bien retenir le tenant name ici, parce que ça va servir dès maintenant. Donc ici, je spécifie bien default tenant group, et ici, je spécifie serum IT, parce que ça correspond bien à ces deux paramètres qui sont ici. Ensuite, je spécifie un compte qui a les droits, qui est tenant owner sur la ferme RDS. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les permissions dans Azure AD, notamment dans l'Enterprise Application qui s'appelle Windows Virtual Desktop. Et j'avais spécifié le compte rcr@seromit.com. Donc je spécifie ce compte puisqu'il a les autorisations sur le tenant RDS de Azure. Donc je spécifie mon mot de passe. Donc je vais aller dans mon petit coffre-fort. Voilà, je fais suivant. Et donc là, j'ai une review de tous les paramètres. Donc là, j'ai un fail, ça va être l'effet démo. Alors, qu'est-ce qui va pas? Petit point de value D6. C'est intéressant. Alors, est-ce que ça viendrait de la VM que j'ai choisie? Peut-être que je n'ai pas le droit d'avoir du GPU. Alors, on va prendre une VM standard. On va prendre ça, par exemple. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. C'est parce que en fait, c'est mon abonnement Azure, c'est grâce à mon MVP, donc il est fourni. J'ai pas accès à tous les types de VM, j'ai pas accès à tous les services, donc je peux pas déployer une VM avec une carte graphique à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais une erreur. Donc voilà, donc vous vérifiez tous les paramètres si ça vous convient, si c'est bien fait, et vous cliquez sur Create. Et donc là, il va me déployer donc le RD host, comme on pourrait l'appeler dans une ferme RDS traditionnelle, qui va donc apparaître dans le portail. Donc là, ça prend un peu de temps à déployer, donc ça prend 5-10 minutes pour déployer donc le service. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même une fois déployé, et on reviendra dessus après une fois que sera créé. Donc là, j'ai mon ressource groupe qui s'appelle WVD. Et donc bon, j'ai déployé plusieurs fois pour faire des tests. Notamment, celle-ci c'est une Windows 10 multisession, donc je voulais voir comment ça fonctionnait. J'ai déployé des machines en mode personnel, donc c'est pour ça que j'ai 5 fois des machines qui portent à peu près le même nom, avec des chiffres incrémentés. Voilà, il m'a déployé donc les cartes réseau, les disques, il déploie tout. S'il y a plusieurs VM, il déploie les availability sets pour gérer la haute disponibilité. Enfin voilà, le template qu'on vient de déployer, que je viens de vous montrer, en fait, permet de déployer tous ces trucs-là. Donc après, c'est des VM traditionnels qui sont déployés.
Oui, ça marche dans un availability set. Donc en fait, si par exemple j'avais choisi de créer deux VM tout à l'heure, et ben automatiquement il m'ajoutait les deux VM dans le même availability set. Donc là, notamment, qu'on voit un truc GPU-availability set, c'est parce qu'il m'en a créé un pour cette VM là. Si j'avais mis 3, 4, 5, 6 VM, automatiquement il gérait l'availability set pour gérer le SLA de 99-95. Donc c'est comme ça que marche la haute dispo. Donc voilà, il va déployer tous ses composants. Après, c'est des VM traditionnels, hein, donc vous pouvez les démarrer, les arrêter, changer la taille, gérer ça de manière traditionnelle, hein, comme vous gérez des VM habituels dans Azure. Tant que ça se déploie, donc je vais vous montrer un petit truc pour économiser un petit peu d'argent. Euh, Généralement, dans une entreprise, on va dire une entreprise française, hein, pas une entreprise internationale avec des connexions de partout, toutes les heures, toute la nuit, etc. Mais dans une entreprise traditionnelle française, généralement, on travaille entre 9h et 18h, sauf pour les fonctionnaires qui travaillent entre 10h et midi seulement. Mais après, une entreprise normale qui travaille entre 8h et 18h. Et donc, du coup, ça sert à rien de consommer des ressources Azure entre 18h et 8h durant la nuit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est automatiquement arrêter votre prod et la redémarrer le lendemain matin avant que le personnel arrive. Donc ça, vous pouvez le faire très simplement. En fait, vous pouvez le faire avec un compte Azure Automation et en créant le solution pack Stop Start. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez un Azure Automation ici avec un compte Log Analytics, parce que généralement les deux vont de pair. Et après, donc, vous pouvez déployer des solutions. Les solutions, elles sont où? Je crois que c'était là que j'étais allé. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Donc, vous pouvez déployer des solutions en allant dans le Runbook Gallery ici. Donc, vous voyez, vous avez un truc qui s'appelle Stop Start Azure VM, hein, Schedule VM Shutdown Startup. Et donc, ça va déployer un solution pack, donc une collection de runbook en gros, qui vont permettre donc de scheduler l'arrêt des VM et le démarrage des VM. Donc, quand j'ai installé ça, en gros, ce qu'il m'a proposé, donc c'est de spécifier la date de démarrage et la date d'arrêt. Mais ce qui se passe après, c'est qu'il crée tous ces petits trucs là, tous ces runbooks, qui vont permettre donc de gérer l'arrêt et le démarrage. Donc celui qui nous intéresse, en gros, c'est le schedule start stop parent ici. Et en gros, ici, vous avez le schedule ici. Et vous voyez donc schedule stop VM, donc tous les jours à 5 heures en mode UTC, donc 18 heures en France. Et il démarre l'infra à 9 heures le matin, heure française. Ce qui est intéressant avec ce pack ici, ce pack de runbook, c'est que vous allez pouvoir spécifier une cible qui est un resource group. Donc en gros, vu que je déploie toutes mes VM dans Windows Virtual Desktop, il va appliquer ce runbook à toutes les VM qui sont dans Windows Virtual Desktop. Bon, évidemment, dans le runbook, vous pouvez spécifier des exceptions. Si par exemple, vous voulez pas arrêter une certaine VM, vous mettez le nom de la VM, celle-ci ne sera pas arrêtée. Mais par défaut, vous pouvez spécifier un resource group, donc ici WD, et automatiquement, il va arrêter toutes les VM qui sont dans le resource group. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, vous allez pouvoir gérer votre facturation et arrêter les VM quand il n'y en a pas besoin, et la redémarrer quand il y en a besoin. Donc notamment la nuit, ça sert à rien de laisser des VM allumées. Donc vous pouvez voir comment ça fonctionne, hein, que ça fonctionne bien. Donc, je reçois un mail tous les jours pour me dire que ça s'est arrêté, que ça a redémarré. Et donc vous pouvez voir l'état du scheduling ici. Donc vous voyez, par exemple, à 9h le matin, il a démarré, et à 6h le soir, ça a arrêté les VM. Donc quand je clique ici, on voit ce qui s'est passé, action stop. Et c'est dommage, je vois pas les VM. Voilà, si, on voit tout ce qui s'est passé. Et donc on voit bien qu'il arrête toutes les VM qui sont dans mon ressource group. Ok, bon, est-ce qu'il a déployé? Il n'a pas encore déployé ce truc-là, donc on va encore passer à autre chose en attendant. Autre chose qui est intéressant, c'est l'interface graphique de gestion de tout ce truc-là. Donc par défaut, vous n'avez pas d'interface graphique. Donc il faut tout se taper à la mimine, hein, créer les ressources, créer les remote apps, assigner les permissions, enfin drainer les serveurs pour faire une mise à jour par exemple. Il faut tout faire en mode PowerShell ou en mode Azure. Donc pour des clients au jour le jour, c'est quand même pas évident de tout gérer en PowerShell. Et je trouvais ça dommage à la base tout gérer en PowerShell parce que du coup c'est quand même pas terrible pour une gestion d'une ferme VDI. Parce que l'intérêt, enfin les fermes VDI qui fonctionnent bien, donc genre Citrix, VMware Horizon, ils ont une belle interface graphique pour gérer tout ça et c'est ce qu'attendent en fait les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir une belle interface graphique en HTML5 pour gérer tout ça. Donc là je dirais pas que l'interface est belle, mais on a un début d'interface, donc ils sont en train de travailler dessus, elle est en bêta, qui permet donc de gérer cette ferme RDS. Donc il y a un template
Donc si vous faites une petite recherche dans Google, vous tapez UX Windows Virtual Desktop, vous allez tomber sur bon, par exemple sur ce site-là, qui va vous balancer sur GitHub et qui permet donc de déployer un template, Azure RM, et qui permet de déployer donc les web applications pour avoir l'interface. Donc ici, vous spécifiez le nom du ressource group où il y a la ferme Windows Virtual Desktop. Vous spécifiez les différents paramétrages ici de votre compte AD, etc. Enfin de votre souscription Azure. Une fois que vous avez déployé ça, en gros, ce qui se passe, c'est dans WD ici, vous allez avoir 3 app services qui vont être déployés ici, enfin 2 app services et un app service plan, et qui va permettre donc d'avoir une interface web pour gérer votre ferme Windows Virtual Desktop. Bon, j'ai pas mis de certificat, mais vous pouvez appliquer un certificat, vous pouvez appliquer un domaine et donc mettre l'URL que vous souhaitez pour. Tu veux que je le copie dans le chat? Alors attends, je te copie ce truc-là. Tiens, je te le mets là. Tac. Donc ça vous permet donc d'administrer cette infra depuis l'URL que vous souhaitez, si vous spécifiez un certificat, un domaine et le préfixe que vous souhaitez. Bon, moi j'ai rien fait, hein, j'ai laissé en vrac comme ça. Donc quand vous cliquez sur l'URL, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur. Alors je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Je l'ai pas mis là. Vous allez arriver là-dessus, voilà. Sur cette page-là. Donc vous allez reconnaître les trucs, c'est Almighty, donc c'est mon tenant RDS qu'on a vu tout à l'heure, donc vous pouvez le gérer, vous pouvez même changer de tenant si vous voulez, en cliquant. Alors c'est où qu'on clique pour changer de tenant? Je ne sais plus. Bon bref, tout à l'heure il m'a proposé un menu déroulant, en fait vous choisissez le nom du tenant, et donc il me propose celui-là. Et en allant dedans, en fait, vous allez retrouver donc les différents paramètres qu'on a fait. Donc ça c'est mes services que j'ai déjà déployés. Donc qu'on retrouvera plus tard. Et pour chacun des services, donc en gros c'est des machines qu'il y a derrière, hein. Il faut s'imaginer en fait que c'est votre collection. Ce qu'on voit ici dans une ferme RDS, c'est les collections, et dans la collection vous allez avoir des hosts. Sauf qu'ils ont appelé ça différemment ici. Mais vraiment, si vous faites du RDS déjà en on-premise, il faut voir ça comme une collection. Donc si vous imaginez ça en collection, dans chaque collection, vous allez retrouver des serveurs qui sont dédiés à la collection. Donc c'est pour ça que quand je clique ici, vous allez avoir host et les noms des machines qui font partie de cette collection. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter des hosts dans votre collection. Alors c'est très compliqué à faire si vous faisiez en mode template, en mode Azure, etc. Parce qu'il faut récupérer toutes les informations pour intégrer les machines comme il faut, choisir le bon availability set, etc. Enfin, c'est pas trivial. Tandis que là, il fait un peu tout seul. Donc vous faites add host et vous pouvez rajouter donc des machines. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous pouvez drainer le nœud. Si jamais vous avez plusieurs serveurs et qu'il faut faire une mise à jour sur un serveur, vous allez drainer le nœud pour vider les connexions, faire la mise à jour et le remettre en service. Vous pouvez le redémarrer, le supprimer, vous pouvez le modifier ici. Donc autoriser les sessions ou non, tout simplement. Si vous voulez changer la taille de la VM, ça sera directement dans Azure. Ici, si vous faites des remote apps sur cette machine-là, vous cliquez sur App Group. Donc là, c'est du desktop, mais c'est pas de l'application. Je crois que j'en ai configuré un en mode application. Ça doit être celui-là, peut-être. Non, alors c'est celui-là, peut-être. Voilà. Donc le Windows 10 multisession, je l'ai configuré en mode application. Donc là, on voit un groupe d'applications. Et si je clique dessus, je choisis les applications que je veux intégrer. Donc pour le moment, j'ai publié ça, mais après vous pouvez publier selon un chemin, selon les applications qui sont en start menu. Donc si par exemple vous installez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait installer, et Katia, on en parlait tout à l'heure, il va être dans start menu et vous cochez Katia et donc il va apparaître ici. Donc comment ça se présente en fait pour l'utilisateur, les applications que vous avez publiées, ça se présente dans le portail qu'on a vu ici. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher et Word. Et c'est bien les applications que j'ai publiées ici. Non, pas ici, ici, pardon. Vous pouvez gérer les autorisations, évidemment pour choisir quel utilisateur a le droit de se connecter à cette application ou non. Et donc c'est dans User. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le moment, je peux spécifier que des utilisateurs et je ne peux pas spécifier un groupe. Donc pour une grosse infra, ça va être un peu pénible de gérer les permissions parce qu'il faut rajouter les utilisateurs un à un. Donc j'espère qu'ils vont rajouter une petite option pour rajouter des groupes. C'est quand même plus simple de rajouter les utilisateurs dans un groupe et après d'assigner le groupe ici en tant que permission. Mais pour le moment, c'est pas le cas.
J'ai essayé d'ajouter un groupe, j'ai pas réussi. Il me dit qu'il trouve pas le SID, donc j'ai pu ajouter que des utilisateurs. Voilà. Donc si on regarde un petit peu ce que j'ai fait en termes d'autorisation, ici par exemple, j'ai un utilisateur que j'ai appelé Jack Daniel ici. Lui, il a les droits de se connecter en mode desktop ici, mais il n'a pas les permissions pour se connecter aux applications ici. Donc tout à l'heure, on va voir, hein, je vais me connecter avec Jack Daniel et on verra que il a moins d'applications que mon utilisateur qui est là. Voilà. Donc est-ce que l'autre machine est arrivée? Toujours pas en déploiement. J'espère que ça va se terminer avant la fin de la session. Donc ensuite, donc là, on peut rajouter des hosts, on peut rajouter des applications ou des bureaux, donc tout simplement en cliquant ici hein, sur Create, donc choisir mode desktop ou choisir mode remote app. Alors il y a un truc que je ne sais pas, donc je vais pas répondre, je vais peut-être vous dire une bêtise. Normalement en on-premise, dans une ferme RDS, on peut pas mixer une collection en desktop et en remote app. Ici, j'ai pas essayé, mais apparemment, on peut rajouter sur un même host, on peut rajouter du desktop et du remote. Donc on va essayer, voir s'il râle ou pas. On va l'appeler remote app aussi. Voilà, c'est très bien. Donc en on-premise, on ne peut pas créer à la fois, enfin, une collection ne peut pas être à la fois desktop et remote app. Et donc c'est ce qu'il indique ici. En gros, il y a déjà un desktop, donc je ne vais pas rajouter un remote app. Donc on a une petite limitation, ça c'est bien. Ça permet donc d'être dans une configuration, enfin, ça permet d'éviter d'être dans une configuration non supportée. Ensuite, les paramètres d'une collection sont ici. Donc, alors attendez, je ne sais plus comment modifier les paramètres. Donc, il faut peut-être que je revienne une chouille en arrière. Donc, je clique ici pour changer. Alors, à un moment donné, je pouvais changer les paramètres qui sont ici. Et je ne sais plus comment j'avais fait. Ah, c'est là. Donc, vous cliquez sur la racine, sur votre tenant. Et là, vous cliquez sur votre collection, donc votre host pool name, et vous faites Edit, et vous pouvez changer donc les paramètres que vous avez l'habitude de voir dans une ferme RDS. Non, voilà, dans une collection, on ne peut pas ajouter à la fois desktop et app, donc c'est un des deux. Donc soit on fait du desktop, du desktop, du desktop, soit on fait de l'app, mais on peut pas faire on peut pas faire les deux. Donc voilà, donc ça c'est pour les paramétrages de votre collection. Ah, on a vu une nouvelle collection arriver, je crois. Peut-être que celle-ci a fini. Oui. Donc là, le déploiement est terminé. Donc là, je vais rafraîchir et on devrait pouvoir voir la nouvelle collection qu'on vient de déployer. Alors, je vais revenir à la racine. Je le vois toujours pas. Alors, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Donc c'est ici qu'il me propose le tenant group hein, qu'on a vu tout à l'heure, le default tenant group. Donc on fait save et là il va avoir mon tenant RDS dedans. Et là est-ce que l'autre est arrivé? Voilà. Donc celui que j'ai créé tout à l'heure, le meetup est bien arrivé ici. Donc le déploiement est un succès, donc ça a fonctionné. On va le mettre celui-là en mode application pour qu'on voit bien la différence. Donc je vais d'abord vous montrer comment ça se passe. Ici dans le portail, donc, je vais me déconnecter et me reconnecter pour vous montrer qu'on va avoir un nouveau mode desktop qui va apparaître. S'il le veut bien. Oui, il est apparu. Voilà, Meetup ici. Donc, je me reconnecte. Donc là, le déploiement par défaut, il se met en mode desktop. Donc c'est pour ça ici, il me propose de me connecter sur Meetup. Donc d'ailleurs, on va le tester en mode bureau. Donc il y a un truc qui fonctionne pas aussi, c'est le mode SSO. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est que actuellement, le mode SSO de ce truc-là fonctionne uniquement à travers un ADFS. Et vu que je me suis déployé en mode pass-through, et ben du coup il me demande l'authentique. Donc ça c'est un truc sur lequel Microsoft est en train de travailler, justement pour qu'on ait du SSO et qu'on ait pas besoin de taper 50 fois ces identifiants. Donc là, ben voilà, hein, je me connecte à ma machine que j'ai déployée tout à l'heure en mode bureau. Donc ça fonctionne. Donc ce que je vais faire maintenant,
Donc on a vu que tout à l'heure le compte Jack Daniel n'avait pas les autorisations sur les applications ici. Il doit pas avoir Meetup aussi. Et je pense qu'il doit avoir que Serum IT ici. Donc je vais me déconnecter de ce compte. Et je vais me connecter avec jdaniel @serumit.com. Donc je me souviens plus du mot de passe. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et donc on va voir que Jack Daniel, il a accès uniquement à ça parce que dans l'interface ici, des permissions, ici il a les droits, dans user, non pas dans celui-là, ça doit être dans celui-là, pardon. Voilà, ici il est présent, et par contre, comme on a vu par exemple dans Meetup, il n'y a pas de... Jack Daniel n'est pas présent. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever ce serveur de mode desktop, ici, donc je supprime l'app group, je vais le mettre en mode remote app, donc je vais l'appeler remote app meetup par exemple, remote app meetup, je le mets en mode remote app, et je fais save, et je vais publier, qu'est-ce que je vais publier comme application pardon, depuis Start Menu par exemple. Je vais publier par exemple IE. Allez, hop, soyons fous. Voilà, et je vais donner l'autorisation donc à Jack Daniel de pouvoir utiliser IE. Voilà. Donc ici, je retourne dans mon portail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rafraîchir, ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc là, j'ai IE qui est apparu parce que je lui ai donné l'autorisation. Donc il suffit de cliquer dessus. Et donc normalement, il doit pouvoir donc, ouvrir son Internet Explorer. Donc ce qui est pénible, c'est ça, c'est l'identifiant. Donc pour le moment, c'est pour ça que je pense que seul le mode desktop est valable pour actuellement. Parce que si pour chaque application, l'utilisateur doit taper son login mot de passe, je pense que le projet VDI va tomber vite à l'eau. Sauf si vous avez un ADFS chez vous et auquel cas vous pouvez configurer le SSO. Donc là ça met un peu de temps, j'ai pas choisi la VM la plus vaillante pour ce déploiement. Mais là il va ouvrir un IE. Ce qui est intéressant avec ce client HTML5, c'est que vous pouvez ouvrir une autre session ici et vous avez un espèce de menu en haut pour switcher entre applications ou entre serveurs. Et je crois que ça marche pas parce que j'ai pas spécifié le bon compte aussi. Je crois que j'ai mis le mauvais compte ici. Alors je vais essayer avec le bon compte. Donc là il va m'ouvrir l'IE et là il va bien ouvrir un navigateur. Tant que je suis sur ce serveur, alors, est-ce que vous avez des questions, pardon, jusqu'à présent sur l'interface graphique ici de gestion des remote apps, des applications, de tout ce qu'on vient de voir du déploiement? Parce que je vais passer sur la gestion des profils. Alors moi, peut-être une question rapide, Ouais, Romain. Là, clairement, le bureau, c'est l'équivalent d'un bureau RDS classique, on est bien d'accord, hein, c'est pas ouais. une machine virtuelle qui vous est dédiée, hein, c'est un bureau virtuel RDS classique. Voilà, C'est parce que là, ça. celui-là, j'ai déployé en mode pool. Et quand tu déploies en mode pool, en fait, tu vas partager une machine, une ou X machines. Quand tu vas le déployer en mode personnel, chaque utilisateur aura sa propre machine. Merci, c'est beaucoup plus clair. En fait, c'est tout à l'heure, alors je te remonte le screenshot, mais je vais pas revenir dessus. Mais quand j'ai fait le déploiement, j'avais cette option là, desktop type, et tu pouvais choisir pool ou personnel. Donc personnel, c'est chaque utilisateur a sa propre machine. Donc si tu as 100 utilisateurs, tu auras 100 machines virtuelles dans Azure. Et en mode pool, ben non, c'est un mode desktop comme on a l'habitude de faire dans une ferme RDS. Et donc vous avez partagé X machines entre plusieurs utilisateurs. Pas d'autres questions? Ça vous paraît clair? Bon, bah, très bien. Donc je vais vous parler maintenant de la gestion des profils. Donc la gestion des profils, si vous prenez une ferme RDS classique, il y a deux options. Soit vous utilisez une GPO, et donc vous faites un transfert
des répertoires documents, vidéos, les trucs comme ça, comme on a l'habitude de faire avec un profil itinérant ou errant, je sais plus comment on appelle ça en français. Et soit vous faites alors j'ai perdu le nom, un user profile disk, pardon, qui s'appuie sur un disque VHDX, donc un disque virtuel en fait d'une VM virtuelle, et dans lequel il va mettre tout le profil en fait dedans, hein. Donc l'inconvénient du user profile disk, c'est que en fait, il est appliqué à une collection. Donc ça veut dire que si chez vous, vous avez une ferme RDS avec une collection desktop et une collection RDS avec une remote app, parce que vous ne pouvez pas mixer les deux parce que c'est pas supporté, l'utilisateur va se retrouver avec deux profils différents. Donc c'est un peu dégueulasse. Et donc du coup, on se retrouve de nouveau à faire via GPO les profils itinérants, qui est aussi dégueulasse. Donc là, on va essayer de faire autrement pour cette partie-là, du moins. On va essayer de s'appuyer sur ce qu'on appelle un FS Logic. C'est une entreprise qui a été rachetée par Microsoft, qui fournit un espèce d'agent qui permet de déporter le profil au format VHDX aussi. Donc si vous tapez FS Logic dans Google, donc vous allez avoir toute la documentation et vous allez pouvoir installer ce truc qui s'appelle le FS Logic agent. Donc comment ça se présente? Alors là, je me suis pas connecté avec le bon compte pour avoir les permissions. Je sais pas si on va le voir. Je vais changer de compte. Une seconde. Je vais me reconnecter avec mon compte admin. Alors, mot de passe. Donc c'est un truc qui est installé dans la VM, hein, donc un agent, donc un exe, un MSI. Donc si vous avez plusieurs serveurs, plusieurs machines, bon, ce que je suis en train de vous dire, ça s'applique pas en mode personnel, hein, parce que vu que l'utilisateur a sa propre machine, il n'y a pas besoin de déporter le profil, ça reste dans la machine. Par contre, en mode pool, c'est nécessaire de déporter le profil, puisque plusieurs utilisateurs vont se connecter sur la machine, et vous allez vous retrouver avec plusieurs machines en mode pool, et donc si l'utilisateur échange de serveur, il n'aura plus le même profil, donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on va déporter les profils sur une autre machine. Donc comment ça se passe? Donc on installe l'agent dans la machine, et une fois qu'on a installé l'agent dans la machine, on a une clé de registre à faire. Et donc à partir de là, vous avez deux options. Donc la clé de registre va spécifier un partage SMB distinct. Donc je vais vous montrer ça. Oui, oui, ça va être intégré et il va y avoir un truc mieux que ça. Je vais vous présenter la solution dégueulasse et après je vais vous présenter la solution qui est un peu mieux. Donc la solution dégueulasse, c'est déployer une VM dans Azure. Alors je vais vous montrer ça dans ressources group. Donc moi j'ai déployé une VM dans Azure qui s'appelle WD Profil. Donc c'est une VM classique qui va détenir des profils. Donc qui va permettre donc d'avoir un partage SMB pour stocker les profils. Donc d'une part c'est dégueulasse comme ça parce qu'il n'y a qu'une seule machine. Si elle tombe, il n'y a plus de profil. Et si vous voulez faire de la haute disponibilité, il va falloir s'appuyer sur la superbe solution, ma préférée, Storage Spaces Direct, dans Azure, qui permet donc de gérer la haute disponibilité des profils. Donc, ça c'est un peu dégueulasse parce qu'on est obligé de faire du mode IaaS alors qu'on a une solution quasiment en mode pass. Donc je vous montre comment j'ai fait ça. Donc j'ai installé donc l'agent FS Logic et ensuite il faut aller dans une clé de registre. Et dans cette clé de registre, il va falloir spécifier donc le chemin SMB pour aller vers le partage de fichiers. Donc ici vous avez un truc là, une clé qui s'appelle FS Logic, Profile. Il faut mettre cette clé à 1 Enable et ensuite spécifier le VHD Location. Donc ici ma machine qui s'appelle wdprofil.sermighty.local dans le partage profil. Donc ça pour moi c'est la solution vraiment dégueulasse parce que franchement je trouve qu'à gérer tout ça c'est pas terrible. Maintenant il y a la nouvelle solution qui est un peu plus intéressante à mon sens, c'est de s'appuyer sur un compte de stockage. Et donc ce qu'il faut faire c'est déployer un compte de stockage comme vous avez l'habitude de faire, hein. Donc vous allez dans Marketplace ici, Create Resource, vous tapez Storage Account, blablabla, vous suivez les étapes ici et vous arrivez sur un compte de stockage comme ici qui est là. Tac, tac, tac. Et donc vous avez votre compte de stockage. Et ce qui est intéressant dans un compte de stockage Azure, c'est que vous avez une partie SMB. Donc ce que vous faites, vous créez un partage que vous appelez profil par exemple. Dedans vous créez un répertoire que vous appelez profil. Bon, j'ai rien fait parce que j'ai pas fini de le configurer, je suis en train de faire l'article. Donc vous faites votre profil. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la nouvelle fonctionnalité qui se trouve dans configuration, ici, voilà. Et ici, vous allez activer cette option
Identity-Based Directory Service for Azure File Authentication. Donc par défaut, c'est un none. Et là, vous mettez ce truc-là. Ça va nécessiter que vous déployiez le mode en mode pass l'Azure Active Directory Domain Service et de synchroniser votre Azure AD avec ce truc-là pour avoir les mêmes identités. Et donc, il va s'authentifier en Kerberos sur le service Azure Active Directory Domain Service, donc Azure ADDS pour les intimes, et qui va permettre donc de fournir un partage SMB avec une authentification Kerberos. Donc du coup, vous faites votre partage SMB comme d'habitude, vous activez ce truc-là, et après, ici dans FS Logic, à la place de mettre un chemin local, vous allez mettre anti-slash le nom de votre compte de stockage, .blob, .machin, enfin .smb, .windows.core.net, enfin je sais plus toute la chaîne, et avec le chemin vers le partage de fichiers. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre parce que vous n'avez plus de VM à gérer, vous n'avez pas la haute disponibilité à gérer, vous avez moins de coûts dans Azure, voilà. Donc ça, pour moi, c'est la bonne solution, c'est ce truc-là qui est sorti il y a pas longtemps, en version finale, quoi. Honnêtement, pour des profils, les IOPS, je trouve pas qu'il y en ait besoin d'énormément. Après, s'il y a vraiment besoin de performance au niveau des profils, ben, vous mettez un mode premium ici, en termes de performance, et là, il y aura des IO, quoi. Mais voilà, donc vous mettez en mode premium, comme ça il y aura les perfs en mode hot. Le mode cool, faut pas le mettre ici, il faut bien le mettre en mode hot. Et donc vous aurez des perfs. Ensuite, au niveau du DC, non, il faut pas un contrôleur de domaine dans Azure. Il faut déployer ce service-là, Azure Active Directory Domain Service. Donc là, il faut aller dans le marketplace, taper Azure. Qu'est-ce que j'ai dit? Azure Active Directory. Voilà. Et vous déployez ce truc-là. Et non, c'est pas le bon truc, ça d'ailleurs. Attendez, je reviens juste en arrière. On va taper Domain Service. Voilà, Azure AD, pardon, Domain Service. Et vous déployez ce truc-là. Et donc, c'est un contrôleur de domaine qui fait du Kerberos et du NTLM en mode pass. En gros, c'est vos contrôleurs de domaine que vous avez on-premise, mais en mode pass dans Azure. Alors, faut pas confondre les deux. Hein. Je refais un brief sur les deux Azure AD qu'on a. On a Azure AD qui est ici, Active Directory, qui va plutôt lui faire de l'authentification pour les applications web, donc l'authentification SAML et machin, et trucs comme ça, les tokens. Et là, vous avez Azure AD Domain Service qui lui va faire l'authentification Kerberos et NTLM qui est nécessaire pour le partage de fichiers SMB. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer sur Azure Active Directory ici avec le compte de stockage parce qu'on a besoin de faire du Kerberos et du NTLM pour authentifier les machines qui sont ici. Donc c'est pour ça qu'il faut Azure Domain Services. Voilà. Je crois que je vous ai tout présenté pour la partie Windows Virtual Desktop, donc je peux passer aux questions pendant un quart d'heure si vous le souhaitez. Alors moi, juste une question rapide par rapport à ce Azure AD Domain Services. Ouais. Comment tu fais l'authentification de manière transparente? Parce que si je résume bien, la ferme Azure Virtual Desktop, elle va s'authentifier avec ton annuaire Active Directory on-premises. Donc tu as ton tunnel VPN entre les deux. Ouais. C'est bon. Il n'y a aucune synchro entre l'Azure AD Domain Services et ton Active Directory on-premises. C'est deux annuaires Active Directory totalement différents. Donc, comment se fait la relation de confiance? Il n'y a pas de trust non plus entre les deux? Non, alors en fait, en termes de configuration, ce qui se passe, donc tu as ton domaine on-premise. Ensuite, tu déploies Azure AD Connect pour le synchroniser avec Azure Active Directory. Et après, il synchronise les identités d'Azure Active Directory avec Azure Domain Services. C'est beau? Oui, mais c'est quand même des SID différents normalement. Donc, toute la sécurité doit reposer sur les SID. Parce que je suis en d'accord avec, ça va créer du provisioning automatique. Donc, ce sera les mêmes objets. Mais en fait, ce ne sera pas du tout les mêmes identifiants en termes d'Object GUID et d'Object SID. Mais j'ai du mal à comprendre comment tu fais autant de transparence. Peut-être juste parce que tu as le même login mot de passe en fait, parce qu'ils synchronisent. Mais oui, tu devrais avoir un pop-up quand même qui te demande d'être authentifié à ce moment-là. Alors, je l'ai pas encore essayé. Hein. Je suis en train d'écrire l'article ce truc-là, mais pour moi, justement, c'est via la synchronisation de l'Azure AD qui récupère les identifiants. Après, comment ça marche derrière, j'en ai strictement aucune idée parce que je m'en suis pas encore, j'ai pas encore regardé. Mais si tu regardes bien ici, ils se partagent le hash du mot de passe entre le on-prem, l'Azure AD et l'Azure AD Domain Service. En fait, c'est une configuration à faire. Le password hashsync. Ouais, il faut le write. Probablement que tout est identique. Ouais, c'est ça, voilà. Et pour moi, justement, en prenant en compte cette information-là,
il fait pas l'authentification Kerberos. Pour moi, il fait que du NTLM. Mais c'est mon avis. Hein. C'est pas voilà. Faut que je me renseigne un peu plus sur ce sujet-là. Du fait du rejeu du mot de passe justement, parce qu'en fait c'est une grosse tricherie quoi. Il rejoue le mot de passe. Et ok. Mais merci, c'est très clair. Voilà. Alors pour FS Logic. Il faut s'imaginer un truc. Si on a une ferme en mode pool, c'est-à-dire que X utilisateurs se partagent le même serveur RDS. Si, pour gérer leur disponibilité, on a plusieurs serveurs RDS dans cette collection-là. Donc, si l'utilisateur se connecte sur le serveur 1, il va avoir un profil. S'il se connecte sur le serveur 2, il va avoir un autre profil. S'il se connecte sur le serveur 3, il va avoir un autre profil. Ce qui va rapidement énerver l'utilisateur parce qu'il aura plus son petit chat en fond d'écran quand il va changer de serveur en fonction de la charge. Donc, pour que l'utilisateur il ait le même profil sur toutes les machines de la collection, on va centraliser en fait le profil sur ailleurs, donc dans le compte de stockage, dans cet exemple-là, ou sur un serveur de fichiers SMB. Et donc, s'il se connecte sur le serveur 1, le serveur 2 ou le serveur 3, automatiquement, l'utilisateur va déporter le profil sur le compte de stockage ou sur le serveur SMB. Et donc, FS Logic permet donc de déporter le profil utilisateur sur le compte de stockage ou sur le serveur SMB. Voilà. Pour la partie Azure Domain Service et tout ça, je vais me renseigner parce que voilà, ça vient de sortir ce truc-là. J'ai pas encore regardé en détail. Je vous ai juste montré le fonctionnement. Après, le détail du fonctionnement de l'OTAN derrière, je vais vous dire des bêtises si je rentre plus dans le détail. Bah écoute Patrick, ça fera 50 €. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas d'autres questions, que ça a été clair, que ça va vous servir. Je trouve en conclusion que c'est une bonne solution, notamment quand on a du workload en graphique, parce que ça permet d'éviter d'installer une infra. Voilà, ça permet d'éviter de déployer une grosse infra VDI qui est pénible en on-premise. Il y a encore quelques défauts. La gestion par utilisateur et non par les groupes. Ça, je trouve que c'est un premier défaut qui va rebuter plus d'un. Et deuxième défaut pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de SSO et de SSO de bout en bout si on n'a pas d'ADFS. C'est pareil parce que là, Microsoft est en train de pousser le fait de dégager les ADFS et de passer en pass-through pour faire du seamless authentication. Et le fait de ne pas avoir d'ADFS et de ne pas avoir d'autant SSO, c'est un problème parce que notamment si vous êtes un remote app, il va falloir saisir ses identifiants mots de passe à chaque application. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On va essayer de refaire un meet-up le mois prochain. J'espère vous revoir aussi nombreux. Ça fait plaisir d'avoir autant de personnes sur un meet-up. Et puis voilà. Merci beaucoup. Eh ben écoute, au plaisir. Et puis j'attends ton petit mail, Mathieu. Il sera fait, t'inquiète pas. J'ai un beau sujet justement sur les infras pour les clients à moins de 30 personnes. On fera son serveur. Donc on est en pile dans le sujet avec Windows Virtual Desktop. Eh ben ça on verra si tu présentes bien ou pas quoi. Bon bah en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je sais pas si Florent est là pour arrêter l'enregistrement, il fera la découpe. Et je posterai le lien de la vidéo pour la revisionner en replay sur YouTube dans le meet-up pour que vous puissiez la revoir si vous le souhaitez. Voilà, ben merci à tous et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie d'Azure. Au revoir.